va passer à des questions-réponses, Jessica. Une question pour avoir un peu plus de précision et des exemples sur comment l'autonomation permet de progresser vers un opérateur qui est capable de superviser plusieurs machines en même temps. Tout ça passe de passer du temps, on est dans le lean pur et des évidences, hein, mais je vais me permettre de le redire parce que malheureusement, nous continuons, nous, à étonner nos clients en le faisant et ils devraient être déjà en train de le faire avant notre arrivée. On va sur le terrain, on passe du temps avec les gens en train de produire et on regarde très clairement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Le nombre de fois où ils sont obligés de faire quelque chose avec leurs mains pour corriger une machine, pour rajouter un stock de carton dans l'alimentation, pour faire ceci, pour faire cela. Et on essaye de comprendre comment on pourrait, avec eux, avec leurs idées, parce que souvent ils savent très bien qu'est-ce qui serait possible, faire en sorte que l'opérateur est moins sollicité. Donc il n'est pas besoin de faire cette alimentation-là de sachets, par exemple. Il doit le faire toutes les 50 secondes. Si on change un petit peu le bac d'alimentation, on peut faire en sorte que l'alimentation des sachets de cette ligne dure 5 minutes, ce qui fait que la personne va pouvoir être libérée, prendre du recul et peut-être commencer à faire autre chose et notamment commencer à piloter peut-être 2 lignes conjointes si les machines sollicitent la personne moins. Et il y a plein de choses comme ça quand on regarde où il suffit de très très peu de choses, hein, c'est pas des grosses dépenses, etc. C'est des petites astuces très souvent qui permettent de faire en sorte que les machines soient plus autonomes. L'autre classique, hein, je ne fais que répéter ce qu'on dit Toyota depuis bientôt 100 ans, faire en sorte que les machines ne puissent pas faire de bêtises, c'est-à-dire que s'ils vont avoir un problème, elles vont s'arrêter d'elles-mêmes et faire bip bip, excuse-moi j'ai un problème. Comme ça, on n'est pas obligé de faire en sorte qu'un opérateur est là pour se précipiter auprès d'une machine qui va faire une bêtise et qui va avoir un problème, etc. Donc on fait en sorte que les machines s'arrêtent si elles ont des soucis, ce qui permet de faire en sorte que la personne puisse tranquillement aller à la machine pour la réparer. Toutes ces histoires d'autonomation sont nées de Toyota, l'entreprise qui fabriquait des métiers à tisser de la famille Toyota qui a créé la société Toyota. Et ils ont créé des métiers à tisser qui permettaient de s'arrêter tout seul s'il y avait un fil qui cassait. Un métier à tisser beaucoup plus automatique. Un opérateur pouvait superviser 12 différents métiers à tisser plutôt qu'un opérateur par métier à tisser, parce qu'auparavant, les opérateurs étaient là pour arrêter la machine dès qu'il y a un fil cassé dans la machine, pour éviter des problèmes. Si je me suis permis d'en parler, et je regrette un peu vite, le nombre de fois où on rentre dans une usine et on voit que des gens qui sont les bras croisés en train de regarder un usinage qui va prendre 45 minutes, c'est ridicule. C'est ridicule. Après, les gens se plaignent du prix de la main-d'œuvre, des charges, des machins, etc. Mais la personne, elle charge la machine pendant 3 minutes, elle regarde pendant 45. Et on pose des questions, qu'est-ce qui se passe si, etc. Mais non, il faut faire en sorte que la personne n'ait pas besoin de rester là à regarder. L'analogie souvent utilisée, mais elle est horriblement vraie. Hein. Est-ce que vous restez devant votre machine à laver la lessive pendant tous les 2 heures du cycle pour voir si tout va bien? Non. Donc pourquoi est-ce que quand vous arrivez au travail, c'est ça? Très, très régulièrement, dans beaucoup d'entreprises, on voit que plus de la moitié des personnes qui sont soi-disant en train de produire sont en train de regarder la machine tourner. Elles n'ont pas besoin d'intervenir pendant 10 minutes, une demi-heure, etc. Ce serait facile si on prenait les choses à bras le corps, de faire en sorte qu'une personne contrôle 2 machines, 3 machines, 4 machines, etc. La question suivante concerne les changements de série. Est-ce que tu pourrais revenir sur pourquoi est-ce important d'optimiser ces phases-là et notamment l'importance de rendre des machines plus faciles à nettoyer? Je combinerai avec une autre question qui est le changement de série, le SMED est un grand classique dans l'excellence opérationnelle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas classique dans les usines? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il y a personne qui perd, tout le monde gagne. C'est universel, ça touche autant l'aéronautique que l'agroalimentaire, que la pharmacie, etc., etc. Les pertes sont massives, les solutions sont simples, et donc je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours pas compris et pourquoi Maris Consulting, c'est honteux, mais c'est le cas, continue à dire ce que je viens de dire et faire ce qu'on fait semaine après semaine, de réduire les temps de changement de série. Ça devrait être évident pour faire en sorte que ça puisse être pas juste faire des améliorations de performance du système existant. Je souligne aussi que ça touche votre manière d'acheter des nouvelles machines, des nouveaux jouets. La question que vous devriez vous poser quand vous achetez une nouvelle machine, c'est pas combien de tonnes ou de kilos elle peut fabriquer à l'heure, mais combien de produits différents elle peut produire chaque jour. Quelle est sa flexibilité? Parce que si vous achetez des gros dinosaures pas flexibles, ben vous allez en souffrir. Le monde va vers des plus petites séries, des délais plus courts, etc. Faites en sorte que quand vous construisez vos nouvelles usines, vous les adaptez, etc. Faites en sorte que vous avez des usines agiles, flexibles, etc. Je ne sais pas pourquoi les gens sont
si obtus par rapport à la réduction des changements de série. C'est systématique, ça c'est pas spécifique à l'agroalimentaire. Ce qui est spécial à l'agroalimentaire, c'est que une partie conséquente des temps, c'est juste nettoyer, et ils pensent qu'il n'y a pas moyen de nettoyer. Je sais pas, c'est parce que ça intéresse pas assez les ingénieurs, peut-être, je ne sais pas. Nettoyer, bah oui, mais c'est un business, et surtout quand ça prend du temps. Donc le chiffon, est-ce qu'il est bon? Est-ce que l'éclairage est correct? Est-ce que c'est facile à faire? Et ça, il faut déjà, si c'est nécessaire, hein, faites en sorte que les fonctions techniques, les méthodes, etc., nettoient la machine. Hein. Ils comprendront vite pourquoi c'est pas optimum. C'est dommage. On regarde avec beaucoup de mépris et sans trop réfléchir cette activité-là, sans se rendre compte de combien ça coûte à l'entreprise. Voilà, comme vous voyez, c'est un sujet qui me passionne et que je ne peux pas répondre à la question pourquoi est-ce que les gens n'ont pas compris. Tant d'années plus tard, tant de décennies plus tard, c'est super important, la flexibilité dans l'industrie d'aujourd'hui. On va passer sur un autre sujet par rapport au cas où, on ne peut pas être en flux tiré, mais on est en flux poussé. Ouais. Comment est-ce que, on peut utiliser la théorie des contraintes dans une configuration de flux poussé? Donc l'exemple, c'est si j'ai mes pommes qui arrivent, d'un seul coup, je ne peux pas forcément étaler, la production trop longtemps au risque de perdre des pommes. Comment est-ce que flux poussé et théorie des contraintes, ça fonctionne ensemble? Une des réponses, elle est facile, mais elle est incontournable. C'est que dans ces cas-là, la première question difficile, c'est quel est l'excédent de capacité structurelle dont je dote mon système. Et si je dois pouvoir absorber toutes les matières entrantes, même les pics où j'ai plein de choses qui arrivent, pour éviter que ça sature, il faut que j'ai un excédent de capacité. Et de combien? Je ne vais pas mettre ma capacité qu'à la moyenne des volumes entrants, parce que bien sûr, dès que j'ai des volumes entrants supérieurs à la moyenne, je vais saturer. Donc il faut mettre en plus. Mais combien en plus? Est-ce que je fais de 20%, 30%, 50% en plus? Donc ça, c'est la première question. Surtout si on a les contraintes du frais, hein, il faut éviter qu'il y ait une contrainte de capacité, parce que contrainte de capacité va faire file d'attente va faire délai, et la matière va perdre de sa valeur, ou va pourrir, etc. La réponse de la théorie des contraintes sur ces situations-là, c'est d'éviter d'avoir des contraintes. Okay. Alors, si on peut pas, ou si une fois qu'on a décidé la capacité globale de son usine, il y a 2 temps, ok, il y a quand même une deuxième question importante qui est au sein de mon système, ça sera quelle partie du processus. Et comme je l'ai indiqué, faites attention, parce qu'elle peut se retrouver au mauvais endroit de manière non choisie, autour du conditionnement et emballage, parce que la complexité de ce qui est demandé dans l'emballage va croissant et continuera dans les décennies à venir, j'imagine. Et donc faites attention de bien avoir des excédents de capacité autour du conditionnement, de l'emballage, etc. Parce que c'est moins bon endroit. Si on fait ça, on a un système qui est vraiment très difficile à piloter. On va avoir beaucoup de tensions intra-usine. Est-ce que tu pourrais préciser, ce que tu, voulais dire, élaborer ce que tu voulais dire par rapport à la nécessité de s'organiser pour gérer les pénuries de matière? Je vais me permettre de commencer par une réponse en prenant le cas de l'aéronautique, parce que c'est un cas que je suis depuis maintenant 10 ans, non, pas plus de 5 ans en tout cas, les pénuries qu'il y a dans l'industrie aéronautique pour fabriquer les avions. Vous allez dans une usine d'aéronautique et on va découvrir que ce qui détermine le débit de sortie, le chiffre d'affaires mensuel, etc., c'est pas du tout le taux d'utilisation des gens et des machines, etc., c'est en amont les pièces qui vont leur manquer, qui proviennent d'autres fournisseurs. Eh bien, si la performance de l'usine est là, il faut que une partie conséquente, très importante, de l'attention managériale de cette usine soit portée vers l'amont et vers les fournisseurs. Une autre chose que les gens m'entendent souvent dire, si c'est le cas, si on a une influence, hein, parce qu'on n'a pas toujours une influence, il faut aller harceler les fournisseurs pour s'assurer qu'on est les mieux servis dans ce système très tendu, pour aller les visiter, mettre la pression, etc. Et c'est pas juste les gens de la supply chain, ni ceux qui s'occupent des supply performance, etc. Mais pourquoi pas le directeur financier, le directeur général, le responsable du RH, etc. Ils défilent chez le fournisseur clé qui est en retard pour mettre la pression. Le problème est aller là-bas. Donc c'est trop facile de gérer chez soi quand le problème n'est plus chez soi. Il faut aller là où est le problème qui détermine la performance globale. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est de s'assurer que quand c'est quelque chose qui s'installe, c'est que ça n'accapare pas en particulier la direction générale totalement, et ne fasse plus que ça. S'assurer qu'autant que possible, les pilotages des décisions opérationnelles qui sont délicates et anxiogènes sont prises par délégation aussi souvent que possible quand même. Et donc, effectivement, quand les prix fluctuent en montant, en descendant, jour le jour, etc., et que très souvent ça remonte au patron pour se dire est-ce que oui ou non on dépense 20 € quand le prix de la semaine dernière était à 9, oui on doit faire tout ça, mais peut-être pas tous les cas, parce que si vous faites en sorte que toutes ces questions remontent de cette manière,
les dirigeants ne vont avoir plus que ça à faire, ils ne vont plus pouvoir s'occuper de tout le reste. Donc il faut essayer de faire en sorte que le pilotage de cette situation soit intégré dans les différentes instances de management pour que ça soit business as usual et qu'ils soient capables de traiter ces situations-là sans que ça remonte dans le dispositif pour être piloté depuis le haut. Ça devient business as usual, il ne faut pas croire que ça va disparaître, je crains que ça devienne de pire en pire. Et si les gens ne font que ça, ils ne vont pas s'occuper de tout le reste. On a fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci Philippe. Vous pouvez booster votre excellence opérationnelle. On a essayé de vous donner quelques clés de comment faire cela dans l'industrie agroalimentaire. Merci, bonne journée.